Bonjour tout le monde, dans mon langue créole. Permettez-moi de m'exprimer en français, la langue des Bretons qui venaient aux Seychelles, et pardonnez mon accent. De temps à autre, je vais parler un petit peu en anglais, peut-être des citations, et je vais traduire. Je pense que tout le monde maintenant, on est dans le, comment il s'appelle ça, l'Europe unie, et on devait connaître les trois langues au moins, créole inclus. D'après ce matin, les exposés, et on nous a demandé le professeur Combo que j'ai rencontré aux Seychelles, et je le remercie pour m'avoir invité pour venir ici. Après, enfin, je ne peux pas faire beaucoup d'introductions parce qu'il a déjà dit, je travaille aux Seychelles comme avec le ministère de la Culture comme Principal Research Officer, comme anthropologue, parce que j'ai fait des études aux États-Unis de 1986 à 1990. Mais je débutais, c'est important peut-être de me situer, je ne suis pas mégalomane, mais pour essayer de situer un peu l'affaire. J'ai fait des études de sciences politiques en Algérie, avant qu'on commence à couper les têtes des gens. C'est dans les années 79-82 que je fais de la science politique. Et maintenant, ça me permet, après toutes ces années, de venir ici. Je suis venu la première fois à La Réunion. Je n'ai pas vu beaucoup de La Réunion la première fois en 93 parce que je suis venu faire je suis allé à l'hôpital pour détachement de rétine. Alors j'ai écouté beaucoup, surtout Radio Freedom. Et comme d'habitude, ça existe toujours, Radio Freedom. Et j'écoute beaucoup, surtout la chanson de David Filoé, La Colombe. Je vois que c'est bien. Et justement, il dit vol vers ma belle. Mais je veux commencer avec la question qui intéresse tout le monde, rôle de la femme. C'est peut-être, j'ai préparé un document là, il y a beaucoup de choses. Je pourrais parler pendant 1 heure ou 2 heures, mais j'ai une demi-heure. Alors, je commence avec un sujet, avec une partie que beaucoup de gens ont posé de questions. Non, parce que c'est la partie la moins importante, les femmes, parce que les femmes, comme je disais pendant le déjeuner à des copains, un ami m'a dit, les femmes nous ont portés tous ici dans le ventre pour 9 mois, et que, je dirais même, c'est la femme africaine, Lucille, en tant qu'anthropologue. Et quel est le rôle des femmes aux Seychelles, parce que je dois parler, je pense, des élections. Je dois parler, il y a eu 2 élections aux Seychelles en réalité, élections présidentielles, et je dois peut-être commencer, avant de parler des femmes, de parler un petit peu sur le pays. Je vois qu'il y a beaucoup de spécialistes des Seychelles ou qui aspirent à être des spécialistes. Félicitations. Parce qu'il faut que nous nous connaissions mieux. On a parlé ce matin beaucoup de la coopération, plus de coopération entre les îles de l'océan Indien. Et si je dois parler des Seychelles, je pense qu'il y a beaucoup. Je pensais que, comme quand j'étais aux États-Unis, il y a très peu des gens là-bas qui connaissaient les Seychelles, mais là je vois qu'il y a des gens qui me disaient qu'ils sont partis aux Seychelles, même s'ils sont partis comme touristes. Mais pour les autres qui ne sont pas partis, je peux leur dire que les Seychelles, c'est composé de 115 îles dans Victoria, nommée après la reine britannique, se trouve sur l'île Mahé, l'île principale. Il y a une centaine d'îlots et d'îles, en réalité 115. Il y a une fois quand j'étais étudiant en Algérie, il y a eu un Algérien qui m'a montré environ 10 livres de trucs pour touristes. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on dit il y a 100, là on dit il y a 200, là-bas l'autre bouquin dit 300. Est-ce que vous ne pouvez pas compter aux Seychelles? J'ai pensé, qu'est-ce que j'allais dire? Je fais un peu comme Churchill quand il était dans le Parlement. Alors il y a quelqu'un qui avait dit bullshit, il a réfléchi, il a dit you have expressed what you have in your head, c'est-à-dire
c'est de la connerie, vous avez exprimé ce qui est dans la tête. Alors pour moi, c'est pas nous qui avons imprimé. Avec la marée, surtout avec le changement de climat, il y a des lots qui disparaissent. Et avec une superficie de 500 km², 1600 km de Mombasa, 3200 de Bombay, 1000 km de Madagascar, Diego Suarez, 1700 km de Maurice, Port-Louis. 2 catégories d'îles, une quarantaine d'îles granitiques et les autres îles coralliennes, une soixantaine, qui est fait tout à fait exceptionnel, qui nous donne justement l'industrie touristique. Enfin, ça donne de l'élan à l'industrie touristique de voir des îles granitiques au milieu de l'océan. Mais je vais laisser aux géologues d'expliquer le phénomène de Gondwana et tout ça. Seychelles devenue possession française 1756, peuplée à partir de 1770. Traité de Paris 1814 a vu le transfert de la colonie à la couronne britannique. C'est pourquoi je parle du bon français, parce qu'ils nous ont fait voulu faire des Anglais. Avec les Français, on ne fait pas des Anglais. Administré à partir de l'île de France, l'île Maurice, il y a des Mauriciens parfois qui disent nous étions leur colonie. Je dis non, Ramgoolam n'était pas au pouvoir à cette époque. Directement de Londres en 1903, administré, la colonie octroie son indépendance de la Grande-Bretagne en 1976 afin qu'un gouvernement de coalition du Seychelles People's United Party, SPUP de France Albert René, avocat, et à l'époque, il était Premier ministre, d'un gouvernement de coalition, le président Sir James Richard Mary, ça se prononçait Mancham, il est d'origine chinoise, et c'est devenu Mankam, le premier président du Parti démocratique. Il fut renversé par son premier ministre le 5 juin 1977. Ceux qui ont étudié les Seychelles vont voir que on a débuté avec le parti unique, État socialiste. Et en 1993, il y avait beaucoup de pression internationale, il y a eu la réintroduction du multipartisme. Un petit peu de l'économie, la zone maritime de la République s'étend sur un million de kilomètres carrés, et c'est ça qui nous a donné un de nos piliers de notre économie, l'industrie de pêche thonière. Mais aujourd'hui, les pirates somaliens, ils prennent toujours beaucoup d'otages, et nous devons défendre avec, bien sûr, le soutien de tout le monde qui a l'intérêt économique dans cette partie de l'océan. Les Européens, les Américains et tout. Mais nous payons cher, très cher, parce qu'il y a une influence extraordinaire sur notre industrie de pêche et sur le tourisme. Et peut-être plus tard, je vais parler un petit peu de Fonds monétaire international. Je ne sais pas si le monsieur là qui était aux États-Unis avec une dame dans la chambre a été là quand il y a eu des problèmes économiques aux Seychelles. Mais nous luttons toujours pour essayer de relever économiquement de notre situation. On ne reçoit pas tellement d'aide, enfin de la Réunion bien sûr, de la France, ils nous aident, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ne nous aident pas tellement. Et je peux dire que la moitié du territoire séchellois est protégé dans son état naturel. Il y a 2 sites de l'héritage mondial de l'UNESCO. Il y a la vallée de Mai sur l'île Pralin avec la plus grosse noix du monde, coco de mer, que beaucoup appellent coco-fesse. Ne me demandez pas pourquoi, il faut voir. Et Aldabra, qui a la plus grande population de tortues géantes, dépassant même celle des îles Galapagos. Je ne fais pas de publicité touristique, mais il faut voir comment les 2 piliers de l'économie séchelloise, le tourisme et l'industrie thonière, s'est déterminé à partir de notre géographie. Bien sûr, il y a la faune, la flore unique. On a les plus petits aux plus grands, plus grosses noix du monde, coco de mer, plus petites renuits et tout.
Et c'est important de savoir qu'on a un de PNB le plus élevé du continent africain, si on le compare, l'Afrique du Sud et les autres, et bien sûr dans l'océan Indien, l'île Maurice. Et la Réunion, ben, c'est la France. Je pensais que c'était une colonie, mais j'ai appris que c'est un département. Et les Seychelles se situent sur l'échelon de pays pourvus d'un index très élevé du développement humain. On a une espérance de vie de 72,9, un taux de mortalité infantile 9,5 comparé à certains pays développés, l'éducation obligatoire gratuite pour 10 ans, les campagnes d'alphabétisation dans les 3 langues du pays, créole, anglais et français, et un taux rapprochant 100%. De l'investissement social, ça coûte. Auparavant, ce matin on a parlé de la guerre froide, on a pu jouer les deux puissances, M. Albert René, qui était comme le dernier gouverneur français des Seychelles de Quincy, a été très bon diplomate, et on a pu avoir de l'aide, mais quand l'Union soviétique, il y a eu des changements à ce niveau, c'est-à-dire qu'il fallait trouver d'autres sources. Après, puisqu'on est un pays, on dit, à l'économie quand même qui a évolué ou développé, on ne reçoit pas tellement d'aide. Récemment, on a un peu plus d'aide après la crise qui, heureusement pour le parti au pouvoir, peut-être en tant qu'analyste, on peut dire que ça a aidé, parce que les autres partis du monde avaient des problèmes avec leur économie. Alors ça, on pourrait dire que ce sont des effets de l'extérieur qui ont plus influencé l'économie. L'État-providence, the welfare state, c'est ce qui existe toujours aux Seychelles, même après la réintroduction du multiparti, même si on a réintroduit l'école privée, la médecine, on essaye de libéraliser l'économie, mais après la crise économique de 2 ans, 3 ans de ça, on parle maintenant de lever des bourriers, c'est-à-dire il faut que les gens se débrouillent. On ne peut pas rester un pays assisté. Et j'ai parlé de la Deuxième République, la Première République, la République de l'Indépendance, c'est la première. Deuxième, c'était après le coup d'État, avec une nouvelle constitution. Troisième République, avec le multipartisme. Et je ne cesse de parler de programme du Fonds monétaire international, comme partout ailleurs, a contribué à une augmentation du coût de la vie déjà élevé de la population, prise à l'improviste. Le rétablissement progressif avec une libéralisation économique plus accélérée, une monnaie flottante, la création des bureaux d'échange a surpris beaucoup d'observateurs qui mènent même certains à dire que l'expérience séchelloise pourrait servir de modèle du FMI. Depuis des ans, bien sûr, il y a le problème de la piraterie. Et maintenant, le sujet que beaucoup posent de questions là-dessus, c'est question de rôle des femmes. Après la présentation, je pense que c'est le sujet que je vais aborder. En tant qu'anthropologue, je peux vous dire que les Seychelles, c'est un pays qui a été, qui serait toujours pour plusieurs années encore, je ne dis pas matriarcal, mais matrifocal. On est à plus de 70% probablement des gens qui naissent hors du mariage. Les prêtres ont essayé d'imposer le mariage chrétien, mais il est intéressant de noter que le premier prêtre catholique, il a tombé en ménage avec une femme africaine et on n'a pas eu pour 100 ans, l'île Maurice nous a punis, les autorités britanniques, et alors pas de prêtre pour 100 ans. Alors aujourd'hui, l'Église nous dit que il faut se marier et tout ça. Les femmes ont toujours eu un rôle prépondérant dans la lutte pour l'indépendance de ce pays matrifocal. On peut constater, comme par le passé, le nombre de femmes dans l'Assemblée nationale. À l'époque de parti unique, on nous comparait à la Suède, Norvège, les pays de démocratie sociale, où
pas la moitié, mais presque 30% des membres de l'Assemblée populaire, on appelait à l'époque, étaient des femmes. Mais après, je pense que avec le multipartisme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste, on luttait moins, parce que pendant l'indépendance, on dépendait beaucoup, parce que les femmes, si c'est une société matrifocale, bien sûr que les femmes ont intérêt, surtout ils sont des femmes, des filles mères beaucoup, et qui ont dû lutter pour élever une famille, et ça explique un peu pourquoi, probablement, les femmes devaient jouer un rôle prépondérant dans la politique. Récemment, il y a eu, je ne vais pas commencer à parler des élections, mais après les élections de l'Assemblée nationale, il y a le parti de l'opposition principale qui n'a pas participé, le SNP. Il y a le leader, le révérend anglican, le révérend Ramkalawan, qui est spécifique aux Seychelles, c'est que comme M. Mankam, l'ancien président, a dit, les Seychelles, on a beaucoup évolué parce qu'on est à 90% catholique, on a voté pour un prêtre anglican pour être leader. On est spécial comme nos cocos de mer. Et je lis ça en anglais et je traduis. Dans leur conférence, récemment, ils ont dit « The need for more women to get involved in politics was highlighted during the two-day forum organized at the weekend by the Seychelles National Party. » On a insisté sur le rôle de la femme dans la société. Il a dit « He said women can take over from the men instead of just becoming subordinates. Before our independence, there are many women who were actively involved in politics. » Je vous disais que les femmes ont joué un rôle important dans la politique. Et la première Seychelloise femme politicienne était Dr Hilda Stevenson Delhomme, épousée en français Delhomme, et que pour eux, ils se vantent, le SNP, que eux, ils ont mis un candidat présidentiel comme vice-présidentiel comme femme. Ça a été Annette Georges, la femme de l'avocat Georges, en 2006. Et moi, je pense que ça, c'est un faux clivage, parce que si les Américains n'ont pas réussi à mettre une femme comme président, on a eu Thatcher récemment, femme de fer, Madame Gandhi a passé là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait aux hommes, il a eu des problèmes, stérilisation, et enfin, permettez-moi de faire des commentaires un petit peu originaux. Et je peux dire que dans les pays dits, par exemple, musulmans, il y a eu Madame Bhutto, il y a Bandaranaike, Naik, Sri Lanka, et alors il faut que vous, les spécialistes, les futurs spécialistes, d'expliquer pourquoi dans ces pays, les femmes sont arrivées devant, Benazir Bhutto, Philippines, il y a des femmes, et ces pays dits démocratiques, il y a eu plusieurs années de démocratie, ils n'ont pas encore eu une femme comme président. Et la seule candidate indépendante dans les élections législatives récemment aux Seychelles, c'était une femme, Madame Jacqueline Noireau, et le président, le candidat homme qui a été élu, le président James Alex Michel, il a donné un beau sourire quand la femme a dit le pays serait mieux gouverné si les ministres fussent tous des femmes. Je pense qu'elles soient des femmes de fer comme Madame Thatcher probablement. Et l'infirmière Jacqueline Noireau, il a dit qu'elle ne va plus participer dans la politique à l'avenir parce que, selon elle, it brought her too many challenges, she told Nation. C'est-à-dire, il y a eu trop de problèmes et qu'elle a pu avoir 11,35% des votes. Mais il y a une jeune femme, Cheryl Vengadasamy, du parti des PIP, du parti au pouvoir, qui a eu le district avec 68% de voix. Tandis que le leader du mouvement démocratique, le seul mouvement d'opposition qui a pris part dans les élections, David Pierre, a eu 20,58%. Je pense que je ne fais plus de commentaires sur le rôle de la femme aux Seychelles. C'est-à-dire que pour moi, c'est tout à fait logique si on a la moitié de la population
femmes. C'est tout à fait logique d'avoir la moitié de femmes ministres, moitié de femmes dans tous les domaines. Il n'y a pas de... Je pense que c'était ça le principe du socialisme avant le multipartisme. Et aujourd'hui, je pense que ça n'a pas tellement changé. Mais il faut que les femmes ne se sentent pas inférieures, parce que moi, quand j'ai suivi les études, par exemple aux États-Unis, j'étais dans le library science, là, la science des bibliothèques. Chaque fois, là-bas, il y avait beaucoup plus d'hommes dans le métier. Mais les hommes étaient responsables. Et parfois, les femmes, chaque fois, elles disaient il faut que les hommes nous représentent. Alors, c'est comme le principe des Noirs aux États-Unis, quand les Noirs de moyenne classe, il dit toujours il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité, que ce soit la part de ce qu'ils appellent des minorités. Nous venons à l'élection présidentielle de mai 2011. C'était la 5e élection présidentielle depuis la réintroduction du multipartisme en 1993. 4 candidats se présentaient, dont le président sortant, M. James Alex Michel, du parti Les PIP, qui était le ex-Seychelles People's Progressive Front, le parti SPPF, et qui a commencé la lutte pour l'indépendance en 1964, le SPUP, Seychelles People's United Party, qui est au pouvoir depuis 1977. Peut-être que je vais tenter de donner une réponse, ou d'essayer de comprendre, parce que je devais faire plus de l'anthropologie politique, mais l'autre représentant n'a pu venir, pour essayer de comprendre pourquoi les gens élisent toujours ce parti au pouvoir. L'opposition dit qu'il y a beaucoup de fraude et tout ça, mais on peut essayer de faire des analyses, parce que si les observateurs décident autrement, c'est-à-dire qu'il y a there's something that tick, comme disent les Anglais, il y a quelque chose qui pourrait donner des éléments de réponse. Et j'ai intitulé ici le travail là que je vous présente, Retombées de la démocratie pluraliste aux Seychelles. Je vais arriver à ça après avoir fait des commentaires sur l'élection présidentielle. Les 3 candidats perdants de l'opposition n'assistèrent pas à l'annonce des résultats. Pour la première fois dans l'histoire des Seychelles, peut-être, il y a, peut-être avec la libéralisation, il y a le cocolarisation du monde, créole, séchellois, avec des McDonald's et tout. Mais il y a aussi l'américanisation, l'americanization des systèmes politiques séchellois. On ne savait pas si on allait avoir l'élection présidentielle, parce qu'il y a un monsieur d'origine indienne, Danji, qui n'a pas été accepté comme candidat. Pourquoi? Très simple, parce que finalement, le monsieur n'avait pas présenté ou avait présenté une liste qui n'était pas crédible des gens qui le soutenaient. Et ça, c'est arrivé en cours, et il y a des gens qui avaient des doutes si on va avoir l'élection. Et même après l'élection, si on allait accepter le candidat présidentiel. Et après, il y a un autre monsieur, Christopher Gill, qui est né aux États-Unis, à Guam, qui est le neveu du président, ex-président Mancam, enfin, bâtard, pas légitime, de son frère Mickey. Lui, pour la première fois dans l'histoire, il a fait des Seychelles un parti qui s'intitulait Mouvement Racine, qui parlait des Seychellois racines, alors que dans la constitution seychelloise, c'est une société qui n'accepte pas, dans la constitution, un parti basé sur les races ou une race. Lui aussi, son parti n'a pas accepté, mais après il a fait un autre parti, le Freedom Party, c'est accepté. Ça a été accepté. Pourquoi est-ce que l'opposition
le leader de l'opposition, monsieur le révérend Ram Kalawang, qui avait eu environ 46% de voix dans les dernières élections, la dernière élection présidentielle, n'a pas été élu, avec la déception de beaucoup de gens, de ses supporters. Il a eu, en réalité, le président Michel a eu plus de 50% de voix sur 69 480 électeurs. Et le parti n'avait pas organisé des rassemblements politiques avant les élections, comme le faisait le parti Les PEP. Il disait qu'il gagnait de l'argent, mais je pense que tous les partis politiques reçoivent de l'argent de la part de la caisse de l'État. Et les deux autres candidats, M. Boulay et M. Ralph Volser du Parti démocratique, ils ont eu respectivement 5% de suffrage. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Boulay, lui, il était 2 ou 3 fois comme M. Ram Kalawang candidat, mais ils n'ont jamais été élus. Avec 5%, pas de chance. Et le Parti démocratique, il faut noter, après la réintroduction du multipartisme, le parti de M. Mankam, qui au début du multipartisme avait 33% de suffrages, tombé à 3%. Déclaration de la mission électorale conjointe de l'Organisation internationale de la francophonie de la Commission de l'océan Indien aux élections législatives du 29 septembre au 1er octobre 2011. Ça, on rentre dans l'Assemblée nationale, les élections. Et la mission, ils disent qu'ils ont, la mission a eu des entretiens avec le président Michel, avec l'opposition, avec la candidate, tout le monde, et que c'est toujours, ça a été grave cette fois-ci pour l'Assemblée nationale, parce qu'ils demandaient qu'on boycotte l'élection. Mais si on essaye d'analyser les choses, quand ils ont perdu l'élection présidentielle, sur le 25 districts, les divisions dans le pays, le monsieur Frank Ali, un avocat formé à l'île Maurice, a conclu, à la télévision au moins, il a dit, mais il se peut que le parti SNP n'a pas voulu, disons, à boycotter l'élection parce que c'est seulement dans 2 districts qu'ils ont eu un pourcentage qui a été plus élevé que le parti Les PEP. Alors, comme les Américains disent, probablement, chicken out. Heureusement qu'il n'est pas dans la salle parce qu'il aime donner des coups de poing, le prêtre. Bon, c'est seulement une plaisanterie. Et la mission, ils disaient qu'ils ont, comme je disais, interviewé des gens. Il y a le Popular Democratic Party Movement, j'ai parlé de Christopher Gill, il s'est créé suite à l'appel du boycott. Mais le plus important, et c'est ça que l'opposition, en tant qu'étudiant de sciences politiques, je peux essayer de comprendre, c'est qu'à la veille de l'élection présidentielle, c'est le député de M. Ram Kalawang qui démissionne du parti. Pourquoi? On se demande. Il y a des gens qui disent il est mathématicien, bien sûr, il a fait des calculs probablement, mais il démissionne, les gens pensent qu'à la veille de l'élection présidentielle, parce que beaucoup de gens disent qu'il n'a pas été choisi comme candidat vice-présidentiel. Et ça a eu, bien sûr, l'impact sur l'élection. Mais le plus grave pour le parti SNP, c'est que, à la veille de l'élection, quand tout le monde disait que le SNP et les autres, Boulay et les 2 autres, qu'on va faire boycotter le parti, le Popular Democratic Movement de M. Pierre, il dit, bon, voilà, nous allons participer.
Et qu'est-ce qui est arrivé encore pour la première fois? Il y a eu, par exemple, on appelle ça de walk cross the floor, M. Gill, quand il était candidat du Parti démocratique dans l'Assemblée, le seul candidat, juste après la réintroduction du multipartisme. M. Gill, il a décidé de changer de camp. Et cette fois-ci, une dame, voilà, c'est une dame, Madame Jean Carpin, qui a porté de solutions à tous les problèmes, qui a résolu tous les problèmes du parti Les PIP. Parce qu'elle a décidé, le matin, Monsieur Ramkalawang a décidé de demander, parce qu'il avait voté, je ne sais pas quelles sont les dissensions, comment dirais-je là, les divisions qui existent dans le parti SNP. Je dis ça pas en tant que partisan de parti Les PIP ou parti SNP, mais en tant qu'analyste politique. Et le matin, Monsieur Ramkalawang demande la démission de Anthony Derjak. L'après-midi, il met un remplaçant. L'après-midi, il demande la démission, c'est le matin même, tard le matin, il demande la démission de Madame Jean Carpin. Madame Jean Carpin décide de voter avec SPPF, avec le parti Les PIP. On a parlé du système de Westminster ce matin. C'est un peu le système britannique. Quand il y a des élections, il y a au moins des gens d'un parti qui votent avec l'autre parti. Mais le plus grave, c'est que pour eux, c'est que la personne, le speaker de l'Assemblée nationale, il n'accepte pas, il pense que ce n'est pas constitutionnel d'accepter la démission de Madame Carpin, parce que Madame Carpin elle était pas élue, mais on a parlé ce matin de système de best loser, des représentants de proportional representation, représentants proportionnels, mais on n'a pas nommé quelqu'un à sa place. Alors, le speaker de l'Assemblée, monsieur le docteur Emini, docteur médical, n'accepte pas sa démission. Et le soir, la dame fait l'histoire des Seychelles quand elle décide de voter avec Parti Les PIP pour la première fois de l'histoire pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça, c'est parti dans la Cour constitutionnelle et la Cour suprême qui dit que non, le speaker avait raison. L'élection, selon les observateurs, c'était free and fair, pas de problème. Le monsieur, l'humoriste qui représentait enfin le COI et SADC, ils écoutent, je dirais, les propos de l'opposition chaque fois, c'est que la plaine pas niveau. C'est-à-dire que le parti au pouvoir, et ça c'est tout à fait logique, qu'on ne peut pas être suicidaire, je ne sais pas, suicidal, essayer un parti au pouvoir de se suicider. C'est vrai que il faut, et il y a eu des règlements pour, comment dirais-je, pour ne pas abuser des fonds de l'État ou je ne sais trop, moi, les voitures et tout ça pour faire la campagne électorale. Mais on n'organise pas une élection pour perdre. Il faut être con pour faire ça, pardon. Et le parti SPPF, il gagne la majorité, 25 nuls pour l'opposition. Alors que la chanson de l'opposition, là, c'était « nous pas boycotter, mouvement démocratique, pas boycotter élection, ça nous retourne dans parti unique. » Au moins, parti unique, on pourrait dormir la soirée, il n'y avait pas de gens qui faisaient tout tant de bruit, de tapage avec l'héroïne et tout ça. Ça, c'est un petit aside. Et finalement, c'est un peu
comment dirais-je, un peu, ça a été difficile pour le président ce soir de voir que la première fois dans l'histoire du pays, parce qu'à l'indépendance, il y avait 13 contre 2. C'est-à-dire, le Parti démocratique avait eu 52% de suffrage, en 74, c'est avant l'indépendance. Ils ont eu 13 sièges. Le Parti SPUP de M. René avait eu 48% avec 2 sièges. Cette fois-ci, après la réintroduction de multipartisme pour 15 ans, c'est 25 nuls. Comment on va débattre? Le plus intéressant, c'est que le soir des résultats, M. Hendrix Capi, que j'ai interviewé avant de venir ici, qui m'a donné un petit peu le backstory, comme on dit, qui m'a donné son explication de peut-être ce qui s'est passé. On devait gagner 10% de voix pour avoir un siège au moins proportionnel. Mais M. David Pierre a eu seulement 7%, parce que avant l'amendement à la Constitution de la Troisième République, on comptait même les votes nuls. C'était, à cette époque, on disait que c'était surtout les vieux parfois qui tremblaient un petit peu, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à voter correctement. Mais cette fois-ci, il y a eu 16 031, quelques pourcentages de voix, et même l'Église catholique, un prêtre qui a oublié que le premier prêtre catholique, on a été puni parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Et il a demandé aux gens d'aller voter, mais gâter leur vote. Alors, 31% de voix gâtées. Mais ce qui est intéressant, c'est que le parti, auparavant, on disait que les gens, on achetait le parti, les peuples achetaient les gens. Acheter les gens, payer des frigos, la maison et tout ça. Mais cette fois-ci, seulement 2 semaines ou 3 semaines, parce que nous aussi, dans le tiers-monde, nous avons le droit de faire des snap elections. Le Commonwealth n'est pas venu cette fois-ci parce qu'ils avaient mis beaucoup de pression pour le multipartisme, pour les élections. Mais, comme je dis, on a le droit de faire des snap elections très vite. Et le parti SPPF n'a pas eu le temps de distribuer de biens matériels, mais presque tous les gens qui soutenaient SPPF, 31 000 et quelques, ont voté pour SPPF, pour le parti Les PEP, 16 000 des bulletins nuls. Monsieur Pierre ne peut pas gagner, il gagne seulement 7%. Il a besoin de 10% des votes qui ne sont pas nuls. Encore la Cour constitutionnelle. Rôle de médias, je vais être très bref, probablement je dois terminer. Rôle de médias, quand j'ai étudié de l'information, on nous parlait toujours de McLuhan, qui parlait des groupes primaires et des groupes secondaires. Médias, quatrième pouvoir, en jugeant sur les résultats de l'élection, n'a pas tellement influencé, je pense, le résultat des élections. Non. Mais quand j'écoute Radio Freedom, je pense que maintenant, l'opposition ne peut pas avoir des radios privées, licence très chère, mais je peux, si on donne Radio Freedom à l'opposition, ils vont gagner l'élection. Merci.